Microsoft, mais je suis cool quand même, vous pouvez rester. Hein. J'ai fait quelques photos de la salle, ça dérange pas pour publier sur Twitter ou ça peut, vous préférez des tables de dos? Bon, ça dérange pas. Comment tu rates derrière les gens qui sont... Microsoft, c'est JavaScript. Ouais, voilà, c'est ça. C'est .js, donc c'est bon, c'est ouvert. On va juste attendre que... voir si tout le monde rentre ou pas. Alors, donc on est parti. Donc je m'appelle Étienne Margraff. Je travaille chez Microsoft, mais je ne vais pas du tout parler de Microsoft. Presque pas. Je vais faire ma presse sur PowerPoint et dans Windows, mais c'est là que ça va s'arrêter. Je suis développeur web donc chez Microsoft. Vous pouvez me suivre sur Twitter. J'ai un concours avec mes collègues, donc si je les dépasse, ça serait cool. @Multa. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de web. Donc, le web, c'est cool pour plein de raisons. Les slides sont en anglais, hein, mais je parlerai en français. Donc, le web, c'est cool pour plein de raisons. Ça s'adapte facilement à l'interface. Ça... C'est pas celui-là qui a planté. C'est pas celui-là qui a planté. Donc, je suis sur une version bêta de tout. Donc, voilà, ça peut arriver. C'est assez marrant, quand même. Hein. Merci pour ce... Avec plaisir. J'aime bien faire des blagues et j'en fais même logiciellement parlant. C'est quand même pas mal, hein. Réussir à le faire planter à pile à ce moment-là, c'était quand même un peu compliqué. Hein, je sais pas si, voilà. Donc du coup, le web, c'est cool pour plein de raisons. Ça s'adapte bien à l'écran. C'est le langage qui, par définition, est le plus cross-platform au monde, puisqu'il est prévu de base pour tourner partout. C'est standard. Et puis du coup, ça permet de toucher plein de devices différents, de périphériques différents et de gens différents. Le micro est un peu planqué derrière, comme ça. Je vais le mettre comme ça. Tu me dis si jamais... Je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre là. C'est bon là, tu penses? Ok. Donc du coup, la question qu'on se pose, c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour débugger ces sites web. Donc il y a plein d'outils qui existent dans tous les navigateurs existants, dans Chrome, Firefox, Opera, des outils qui s'appellent communément F12, les outils de développeurs, qui permettent de voir le DOM, donc le code HTML, qui permettent de voir tout un tas de choses, hein, la console, le debugger, etc., etc. Donc ça c'est bien quand on est sur un desktop, donc sur un Mac, sur un Linux, sur un Windows. Dès qu'on veut débugger son site web sur mobile, c'est plus compliqué. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est plus compliqué. Là, on a des outils qui sont propriétaires. Donc, si on veut débugger, par exemple, un Safari sur un iPhone, on doit utiliser Safari et on doit se connecter sur un Mac en USB pour pouvoir le faire. Donc, on peut le faire, mais on est connecté. On a l'obligation, par exemple, pour Firefox, c'est pareil. On doit se connecter à un truc. Chrome, c'est pareil. On doit se connecter de Chrome à Chrome. Pour Internet Explorer, c'est encore plus compliqué. Il faut utiliser Visual Studio et tout ça. Et donc, du coup, on n'est pas les premiers à avoir imaginé quelque chose. Il y a un outil qui s'appelle WineRay qui existe déjà, qui, lui, par contre, a la particularité de nous obliger à utiliser Chrome comme pour la partie dashboard. Vous allez comprendre de quoi je parle quand je parlerai de Vorlon. Du coup, on est avec plusieurs potes chez Microsoft, ils sont dev web, tous dev web. On s'est dit qu'on en avait un petit peu marre de ça et on voulait peut-être apporter une solution qui soit un petit peu plus agréable que ce qui existe déjà. Donc c'est pour ça qu'on a créé donc Vorlon.js, qui est open source, c'est sur GitHub, qui permet d'avoir cette expérience de debug F12 à distance. Donc on l'a pensé pour les mobiles à l'origine, pour simplifier la vie du debug sur mobile, mais ça fonctionne très bien pour du desktop. Je vais vous faire une petite démo tout à l'heure, vous allez voir, on va tous participer. Enfin, vous allez tous participer. C'est cross-platform, cross-browser, ça tourne partout, ça fonctionne partout. Pour que ça fonctionne bien partout, on l'a écrit en Node.js, la partie dashboard. C'est sur Node.js Package Manager, vous faites un npm install, je vous expliquerai après, c'est très simple à récupérer chez vous. Donc, alors pourquoi Vorlon simplement et pourquoi il y a une petite soucoupe? Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la série Babylon 5. Babylon 5, voilà. Donc Vorlon, c'est un peuple dans cette série-là, parce que j'ai créé ça avec un collègue qui est fan de Babylon et qui a créé Babylon.js aussi, qui est un framework 3D, je ne sais pas si certains connaissent, open source. Donc c'est d'où le nom Vorlon, ça vient de là, il n'y a pas d'autre explication. Donc en fait, ça fonctionne sur des plugins, puisque notre objectif, c'est que tout le monde puisse participer, et ça a déjà bien commencé, c'est assez cool de ce côté-là. Donc chaque type de debug qu'on peut faire par rapport au site qu'on est en train de débugger, c'est en fait un plugin. On a un onglet dans le dashboard et puis des données qui sont collectées et qui sont affichées. Donc on en a maintenant même 10 par défaut, ces slides sont un petit peu plus anciens. Nous, on a fait la console, le DOM Explorer et puis Modernizer. Tous les autres, c'est des gens de la communauté en France, aux États-Unis qui les ont créés, qui ont participé au projet. Donc on est super content de ça puisque c'était l'objectif à la base. Alors avant de faire une démo sur mon PC, je vais vous demander, vous avez un téléphone j'imagine ou un Mac ou un PC ou je sais pas quoi. Si vous pouvez vous connecter sur cette adresse-là, promis, il ne va rien se passer, c'est juste un site web, je vais vous montrer le fonctionnement. Donc bit.ly/vorlon POSS.
Vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est un site web, je ne pourrais absolument rien faire sur votre téléphone, je vous promets. Dites-moi quand vous avez à peu près tous noté. Ça va? Bon, je le remettrai si jamais il y a besoin. Donc, à côté de ça, moi, je vais me connecter à la partie dashboard. Donc, j'ai une fenêtre de login qu'on a implémentée après parce que si quelqu'un se connecte en même temps que moi sur le dashboard, ça va poser problème. Alors, on voit pas très bien. Je sais pas si vous arrivez à voir à peu près ce qui se passe. Ouais, bon. Donc, en fait, vous voyez à gauche ici, là, il y a tous les gens qui sont connectés. Donc, on voit bien. Ça représente plutôt la réalité. Parce que vous voyez qu'il y a marqué Android, Linux, tout ça. Je vais zoomer un peu. Vous voyez un petit peu mieux peut-être. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici j'ai mon tableau de bord. Je vais rafraîchir juste pour qu'il se réadapte à l'interface. Voilà. J'ai mon tableau de bord et puis je peux choisir un des clients qui est à gauche. Que vous pouvez voir là, on voit le type de système d'exploitation. Donc là, il y a Linux, Android, iOS, etc. Donc je vais prendre quelque chose de neutre. Je choisis celui-là au hasard. Donc en fait, là j'en ai choisi un au hasard, c'est Android, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc ça peut nous arriver, puisque nous, ce qu'on a en tête, c'est qu'on développe son site web, et puis potentiellement on a un Android, un iPhone, parce qu'on teste sur toutes les plateformes. Puis on se dit, tiens, j'ai un problème sur mon Android qui est là, et je ne sais pas lequel c'est dans la liste, puisqu'il y a tous les clients qui sont à gauche, qui se sont connectés, pour pouvoir l'identifier. Donc si je clique là, normalement sur le site web qui est affiché, vous devriez voir apparaître un numéro, j'imagine. Ça va, ça marche? Ok, c'est bon, je suis rassuré. Donc du coup, je sais qui est ça, je ne sais pas qui était 5. Je ne connais pas ce monsieur, je vous promets. Je pourrais prendre quelqu'un d'autre si vous voulez, on pourrait faire... Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand je passe ma souris normalement sur ces éléments-là, donc là on a le DOM Explorer, quand je passe ma souris là-dessus, vous voyez normalement que ça se met en surbrillance chez vous. Alors il y a peut-être un peu de latence réseau. Voilà. Donc ça met en surbrillance pour savoir par rapport au DOM Explorer, je vous montrerai après pour que tout le monde voit un exemple ici. Mais en gros ça permet de connaître les différents éléments. Et donc on peut, comme dans un outil Dev12, pour ceux qui connaissent, hein, on peut aller modifier en live le code HTML pour voir tiens qu'est-ce qui se passerait si je changeais le titre qui est là. Si je fais entrer, ça modifie le titre directement sur le périphérique que je suis en train de débugger. Puis j'ai accès à tous les trucs assez classiques. Hein. On a le CSS, alors là je suis un peu à l'étroit avec la résolution, mais on a le CSS qui est affiché. On peut le modifier si on a besoin, comme dans un outil classique dans un navigateur. On a le layout, donc là par exemple ça me dit que cet élément-là il fait 320 pixels de large. Je ne sais pas si vous pouvez compter juste pour être sûr. Non, ça y est, parce que, voilà, je fais des blagues pourries aussi, donc ça peut arriver. Mais je les fais toutes comme ça, je filtre pas, on ne sait jamais, ça peut toujours passer. Donc voilà, donc on a tout un tas d'outils. On a la console aussi, donc il y a des boutons normalement qui permettent de simuler, c'est une page de test en fait, qui permet de simuler des erreurs qui vont arriver. Donc tout ce qui se passe dans la console du navigateur est redirigé vers le dashboard ici. Dans cette partie-là, je peux aussi exécuter des choses. Donc si par exemple je viens là, pas non plus trop s'énerver, si je viens là et que je fais un alert, alors je ne ferai pas un while true alert, hein. Je fais un alert coucou par exemple, normalement ça devrait l'exécuter, ça exécute le code JavaScript sur le périphérique et ça devrait lancer l'alerte, ça ne l'a pas fait. Ah, je pense qu'il y a un problème de réseau. Bon, c'est pas grave, imaginons que ça a marché. Et voilà, donc on a plusieurs onglets qui sont disponibles, je vais vous montrer sur mon instance en local, on a un petit problème de réseau j'ai l'impression, là il y a des WebSockets, erreurs, etc. Mais c'est pas très grave, ça veut dire que les erreurs remontent bien jusqu'à chez moi. Donc, vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Maintenant, comment ça marche derrière, comment on fait pour l'utiliser. Puis je vous ferai une démo plus complète après. C'est assez simple. Globalement, il y a 3 solutions. Enfin, 3,5 même. La première, c'est vous êtes sur votre machine, vous faites un npm install-g pour dire que vous l'installez globalement vorlon. Si vous êtes sur un Mac, il faudra faire un sudo certainement devant chacune de ces commandes. Vous faites ensuite vorlon et ça vous démarre un serveur Node.js sur la machine où vous êtes. Et c'est tout ce que vous avez à faire. À partir de ce moment-là, vous naviguez sur la page qui doit être par défaut, c'est localhost 2.1337. Vous faites juste ça, ça vous affiche le dashboard. Et ensuite, vous devez le référencer dans votre client. Ça, j'explique juste après. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est que vous clonez le repository qui est sur GitHub, parce que tout est disponible sur GitHub. Vous le clonez, vous faites un npm install, c'est expliqué dans le README, et ça fait le même résultat. Ou alors vous pouvez le déployer où vous voulez, dans n'importe quel cloud. Dans GitHub, on a un bouton qui permet, on clique dessus, et ça le déploie dans un abonnement Microsoft Azure, qui est le cloud de Microsoft. Mais après, vous pouvez le déployer où vous avez envie, n'importe où, peu importe, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est la partie serveur. Et la partie serveur, donc, elle fait 2 choses. Elle permet de créer le dashboard, ce que vous avez vu sur mon PC. Et elle permet aussi de générer un fichier JavaScript qui est la partie client, ce qui permet en fait d'interagir avec le site web quand il est affiché à distance. Donc pour faire ça, il suffit de référencer. Donc là, c'est localhost 1337 parce que c'est là où il était déployé dans cet exemple-là. Vous référencez là où est l'URL de votre serveur, /vorlon.js.
et automatiquement, il va s'enregistrer auprès du dashboard. Il y a besoin de rien faire de plus que ça. C'est tout ce que vous avez à faire. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous naviguez sur le site web, il apparaît dans le dashboard et on peut le débugger. Alors, je vais vous montrer justement, j'ai un exemple en local. Donc ici, alors avec la résolution, on ne voit pas très bien, mais j'ai simplement démarré mon serveur. Là, je n'ai pas fait un npm install, j'ai juste fait un node server.js, qui est le serveur à cet endroit-là. Et puis, j'ai mon petit client qui tourne aussi. Donc je vais, alors pour vous montrer que ça marche n'importe où, je vais utiliser Chrome, par exemple. Voilà. Donc là, je vais sur localhost. Ça, c'est mon dashboard, donc, qui est servi cette fois-ci en local. Tout à l'heure, c'était hébergé dans un cloud, mais là, c'est en local. Et puis, si je lance, on va prendre Firefox, par exemple. Voilà, donc là, je peux aller naviguer sur mon client que j'ai en local aussi, qui est localhost. La test page, celle que vous aviez vue tout à l'heure. Donc là, en gros, ce qui se passe, je vais simuler un téléphone, enfin peu importe, hein, ça marche même si ce n'est pas un téléphone, vous avez compris. Donc si je passe ma souris sur les éléments du DOM, en fait, ça les surligne dans mon DOM à droite pour savoir lequel c'est. Je peux aller modifier ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais l'afficher un peu mieux là, je peux aller modifier ça, changer des choses, faire rentrer, ça modifie en live, comme ça je peux tester mes modifications. Pareil pour le CSS, enfin je ne refais pas toute la démo d'avant, hein, mais si ici je mets 45 en marge, normalement ça le déplace un tout petit peu, on n'a pas très bien vu mais vous comprenez le principe. Et on peut comme ça faire différentes modifications. Donc on a la console qui est là. Donc si je clique sur les différents boutons, c'est là où ça va me renvoyer les erreurs et me les rediriger dans la console qui est dans mon dashboard. Puis on peut filtrer, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire là-dedans. On a implémenté, on utilise Modernizer pour afficher les fonctionnalités qui sont activées sur le navigateur. Parce que vous savez que par navigateur, on n'a pas tout qui est toujours activé. Donc là, par exemple, sur Chrome, on n'a pas les réflexions CSS, enfin, c'est quasiment nulle part, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, on voit bien que sur ce navigateur-là, ça, c'est pas dispo. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un problème aussi. Donc après, on a d'autres. Donc chaque onglet ici, là, c'est différents plugins, parce que c'est vraiment un système extensible assez facilement. Donc là, dans cet onglet qui est là, qui est l'Object Explorer, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vous explique, ça devrait suffire. Ça permet de voir tous les objets qui sont actuellement instanciés dans la page web qui est en train d'être exécutée. Donc tout ce qui est dans Windows, pour ceux qui font du développement web. Celui-là, je reviendrai dessus tout à l'heure. On a également toutes les requêtes Ajax qu'on peut voir qui passent ici. Donc là, je simule les appels Ajax et puis je les vois et je peux les tracer et je vais voir si ça a bien marché ou pas. J'ai ce qu'on appelle le Network Monitor qui permet de voir les ressources qui ont été téléchargées par la page et puis un waterfall ici qui montre le temps que ça a pris pour chacune des ressources. On a le Resource Explorer aussi qui montre le local storage, session storage, enfin tout ce qui est stocké dans le navigateur pour ce site web-là. My Device qui donne des informations sur la taille justement de l'écran qui est dynamique, donc normalement si je redimensionne ma page, ça devrait changer les valeurs dynamiquement à gauche. Tout ça passant à travers Socket.io, hein, bien sûr. Et puis, si je veux exécuter des tests unitaires sur mon site web, je peux les exécuter à travers cet élément-là. Soit j'upload un fichier que j'aurais préparé à l'avance qui contient tous mes tests, c'est des tests QUnit ici. Mais si vous avez un autre système de tests unitaires JavaScript, vous pouvez l'intégrer. Et donc on les exécute, ça va les exécuter sur la page. Donc ça peut être sur un téléphone, ça peut être sur une télé connectée par exemple quelque part pour tester votre site web. Ça marche n'importe où, enfin à partir du moment où on a accès à Internet. Et donc on peut les exécuter, nos tests, sur cette machine-là, sans avoir besoin de mettre en place quelque chose de très compliqué. Ici c'est QUnit, c'est ça. Donc là j'ai un exemple ici, c'est ça. C'est vraiment des tests unitaires, un exemple qui ressemble à ça. Donc là c'est une fonction d'assertion assez classique. Donc en gros c'est quelque chose qui va s'exécuter en live dans l'instance du navigateur, qui va tester des fonctions, des choses comme ça, qui vont voir si... C'est pas du test fonctionnel, c'est pas de l'interface graphique, c'est vraiment du test unitaire qu'on aura derrière. Pour l'instant on s'est limité à ça. Ça répond à la question ? Ok. Donc on a ces différents éléments et d'ailleurs si je l'exécute théoriquement, voilà, ça me donne ici, j'ai deux tests, j'en ai un qui échoue, j'en ai certains qui réussit. Ça me donne simplement j'ai pas le niveau de détail ici, mais je vois que j'ai un test qui a échoué sur celui-là, je sais lequel c'est, et donc ça me permet de creuser un petit peu plus cette problématique-là si besoin. Et puis on a ici un onglet Best Practices. Donc celui-là, on l'a travaillé, alors ça vient de notre expérience à nous déjà en tant que développeur web, mais on l'a partagé avec plusieurs personnes et on a récolté un ensemble de bonnes pratiques, ça va évoluer avec le temps puisque c'est extensible cette partie-là également, qui permet d'aller scanner une page. Donc là je scanne la page que je suis en train de débugger et qui va faire de l'analyse statique et dynamique pour nous donner des conseils par rapport à notre code. Donc il va nous dire par exemple, ici, alors je vais prendre un exemple sur l'accessibilité, qui est souvent un problème en web, puisque beaucoup de personnes malheureusement ne prennent pas bien en compte. On voit qu'on a une image ici qui est celle-là. On n'a pas la ligne de code, mais on voit quelle est l'image en question, qui n'a pas d'attribut alt,
qui permettrait d'indiquer à une liseuse pour quelqu'un qui est aveugle ou malvoyant, justement que représente l'image. Donc là on n'en a pas, donc ça nous l'indique. Puis on a tout un tas de choses comme ça. On a des informations également sur les standards. Donc il y a une des problématiques principales dans les standards, c'est l'utilisation des préfixes en CSS, puisque en fait alors on ne voit pas très bien, là, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de peut-être zoomer un peu, je ne sais pas trop. Voilà, donc on voit toujours pas mieux parce que c'est gris clair. Peu importe. La problématique des standards, c'est qu'en fait, les problématiques des préfixes, pardon, c'est que les navigateurs, quand ils implémentent une fonctionnalité CSS, ils vont, avant que ça devienne un standard, ils vont la préfixer. Merci. Ils vont la préfixer avec le nom de leur moteur. Donc par exemple, si Mozilla imagine une nouvelle fonctionnalité, ils vont mettre un -mos la valeur, donc transition par exemple, pour éviter que ça perturbe les autres navigateurs qui n'ont pas encore implémenté. C'est ignoré par les autres, comme il y a -mos quelque chose. Puis au bout d'un moment, il y a par exemple Chrome, ou en tout cas WebKit qui se dit c'est une bonne idée, on va l'implémenter. Donc il apparaît le -webkit quelque chose, et à partir de ce moment-là, les développeurs web ils sont censés rajouter le -webkit quelque chose. Sinon, tous les gens qui utiliseraient Chrome n'auraient de toute façon pas la fonctionnalité parce qu'ils ignorent les -mos quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair, dit comme ça. Et donc au final, souvent les sites web qui ne s'affichent pas bien sur plein de navigateurs, évidemment, comme je suis de Microsoft, on peut dire qu'on peut penser à Internet Explorer, mais ce n'est pas seulement ça. Mozilla ont pas mal ce problème aussi chez Firefox, c'est que si on ne demande pas à un navigateur de faire quelque chose, il ne le fera pas, c'est normal. Donc si on lui dit juste -webkit, -transition en CSS, il ne va pas deviner tout seul qu'il faut faire qu'il faut afficher, appliquer une règle CSS particulière. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça va dynamiquement aller regarder par rapport au navigateur sur lequel on est en train d'exécuter. Tiens, j'avais vu que tu avais demandé telle règle CSS, et pourtant à l'exécution, elle n'apparaît plus. Ça veut dire que tu as peut-être oublié le préfixe pour ce navigateur-là. Donc c'est des conseils qui peuvent nous aider à faire en sorte que ça s'affiche un petit peu mieux. Voilà. Puis on en a une autre ici qu'on oublie souvent, parce qu'en JavaScript, c'est un peu le bordel. Le monde de JavaScript, il y a des frameworks dans tous les sens, avec des versions dans tous les sens, et c'est l'avantage de l'open source, hein, c'est que ça va très vite, on a de nouvelles versions, mais très vite aussi, certaines versions deviennent obsolètes. Et parce qu'on se dit, bah tiens, je vais la mettre en obsolète, puis au bout d'un moment, je vais finir par ne plus supporter certaines fonctionnalités qui sont dedans. Et donc, il y a énormément de sites web sur Internet qui utilisent des frameworks JavaScript qui sont obsolètes, sans forcément le savoir, puisque on ne va pas aller voir toutes les librairies sans arrêt pour savoir où on en est. Avec ça, on a une liste qui va aller regarder, pour les plus gros frameworks, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une assez grande quantité qui connaît les versions, on le met à jour avec les versions qui sont obsolètes. Ça vous dit, attention, là, vous utilisez jQuery dans 1.2, et ce n'est pas la version la plus récente, ou en tout cas celle-là n'est plus supportée, ou va bientôt ne plus être supportée, parce qu'elle est considérée comme obsolète par les gens qui font jQuery. Voilà, et c'est un des problèmes qu'on a, un des plus gros problèmes sur le web avec les préfixes. Donc à côté de ça, on a d'autres choses, on a des performances. Alors c'est pas super poussé pour l'instant, il faut minifier ces fichiers pour pouvoir les réduire en taille, etc. Bon, c'est pas exceptionnel. Et puis on a des informations sur le web mobile aussi. Là, par exemple, on se rend compte que sur ce site-là, il manque l'icône pour iOS, puis c'est des détails, mais bon, ça permet d'améliorer son site. Voilà, donc c'est encore une fois, chacun des onglets qui sont ici sont des plugins qui ont été créés majoritairement par des gens de la communauté qu'on peut implémenter et qu'on peut améliorer si on a besoin. Ça va jusque-là? Ok. Alors, il y a une deuxième, j'aurais pu le faire en démo directement, il y a une deuxième fonctionnalité qui est un problème qu'on a avec Vorlon, même si ce n'est pas vraiment un problème, parce que pour utiliser Vorlon, il faut rajouter une ligne de code dans son site web. Bon, il y a des gens que ça bloque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un proxy. Donc ce proxy, il va vous éviter simplement de faire ça. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple. Donc je reviens sur mon dashboard ici. Alors plutôt que de mettre dashboard default, je vais juste mettre HTTP proxy. Et donc ici, je vais mettre une URL. Alors je vais mettre Google par exemple. Je clique sur, alors j'ai plusieurs boutons, ça m'ouvre soit le site web, soit le dashboard. Donc ça va m'ouvrir deux choses. La première, c'est le dashboard avec un identifiant de dashboard particulier qui est le nom du site web, en fait, sans le point. Et puis, ça m'ouvre le site web, mais avec une adresse particulière. Donc là, on ne voit pas très bien, c'est petit. Mais en fait, c'est localhost quelque chose, blablabla, avec l'URL du site web. Ce qui fait que sur mon poste à moi, toutes les requêtes vont passer par un proxy qui est écrit en Node.js aussi. Et en fait, à la volée, tout ce qu'on fait, c'est injecter le script Vorlon dans cette URL-là. Peu importe où elle est hébergée, peu importe où elle tourne, sur mon poste à moi, à travers cette URL, il y a Vorlon dedans. Ce qui fait que du coup, si je viens ici,
alors je ne vais pas le refaire, vous remontrer tout ce qu'on a, mais j'ai exactement le même fonctionnement. Si je passe ma souris ici, je peux aller inspecter les différents éléments, je peux changer des éléments CSS, je peux passer les best practices par exemple dessus aussi, je peux faire des choses comme ça, au hasard. Hein. Je fais volontairement pas un site de chez nous parce qu'on a les mêmes problèmes évidemment. Ça met un peu plus de temps parce que ça passe par le... Puis allez, on va pas... le but c'est pas de faire du bashing. Mais en tout cas, voilà, on peut le faire sur son site à soi ou un autre site, hein, peu importe, hein, pour indiquer, je sais pas, moi, au développeur du site web, il y a un problème, j'ai inspecté avec Vorlon sur mon téléphone, voilà l'erreur exacte, et vous pouvez le corriger par exemple pour que ça s'améliore. Donc le but étant que n'importe qui puisse tester n'importe quel site pour potentiellement aider les gens. Encore une fois, quand on est sur un PC, ou sur un Mac, ou sur un... Enfin, peu importe, hein, mais quand on a un navigateur desktop, je vais le dire comme ça, on peut utiliser F12 pour voir d'où vient le problème. Donc on n'a pas besoin de Vorlon. Par contre, quand ça s'exécute sur une chaussure connectée, un frigo, je sais pas quoi, on n'a pas F12. Donc c'est plus compliqué. Et c'est là où des outils comme ça vont nous aider. Alors, il me reste 4 minutes avant les questions. Donc après, la question qu'on peut se poser, comme c'est un projet open source, qui est sur GitHub, je rappelle, on peut se poser la question de comment créer un plugin, comment rajouter ça. Je ne vais pas vous le montrer dans les détails parce que j'ai pas le temps ici, c'est pas forcément l'objectif. Donc j'ai créé un billet de blog à cette adresse-là, qui vous indique toutes les étapes pour créer ce plugin-là. C'est assez simple et on n'a pas fait de doc encore pour cette partie-là, déjà parce qu'on est développeur et que bon, la doc... Voilà. On en fait un petit peu, mais le strict minimum, et on fait plutôt des samples, parce que côté développeur, on préfère les samples pour creuser une techno, même si on peut se dire que sample, on ne peut pas creuser. Mais voilà. Merci pour le... Je l'ai préparé, hein. Il y a le contexte et tout. En plus, je l'ai préparé. Donc comment ça marche? Quand on fait un développement web normal, on a dans la même page, généralement, on a de l'HTML, du JavaScript, et en gros, si on voulait reproduire le comportement de Vorlon à l'intérieur d'un même navigateur, sans la partie communication réseau, tout ça, bah c'est assez facile à faire. On met ces éléments HTML, on récolte les données en JavaScript, et puis on les affiche dedans. Donc ça, c'est du développement web classique. Si on veut passer à travers Vorlon, l'architecture ressemble à ça. Donc on a à droite le site web qu'on est en train de débugger. À gauche, il y a le dashboard, le tableau de bord. Et au milieu, on a le serveur Vorlon. Donc toute la partie communication qu'il y a à faire entre ce qui est à droite, où je vais collecter des données, les mettre dans un objet JavaScript, puis je dois les envoyer de l'autre côté. Tout ça, il y a plein de helpers qui vont vous aider pour le faire tout seul. Donc vous créez votre objet JavaScript, vous faites envoyer au dashboard, entre parenthèses, en gros, un truc comme ça en anglais. Et de l'autre côté, vous faites, quand on m'envoie des données, exécute-moi cette fonction. Et du coup, on récupère les données et on les met dans le dashboard dans un espace qui est réservé. Parce que quand vous faites votre plugin, quand vous êtes exécuté dans le dashboard, vous avez votre espace, il y a un div qui est réservé pour vous en web, et vous faites ce que vous voulez dedans, vous affichez ce que vous avez envie, vous récupérez les données et puis vous les affichez là-dedans. Voilà, donc c'est assez simple à modifier au final, et assez simple à créer. Alors, je vais vous montrer, ça apporte pas grand-chose, mais c'est pour les 2 minutes qui restent. Donc on a un site web. Attention, avec une animation incroyable d'une petite soucoupe qui vole. Et ça, quand même. Voilà. Donc, peu importe, c'est pas pour ça que je le montrais. Là-dessus, on vous explique. On vous explique donc, tout ce que j'ai expliqué là, comment l'installer sur Mac quand on n'a pas les droits d'admin, tout ça. Comment ça fonctionne. On a une partie documentation quand même, qui existe ici, une partie doc qui explique 2-3 choses, le fonctionnement, la configuration, parce qu'on peut désactiver, activer des plugins si on a besoin en config avec un fichier config.json. Et voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à aller sur le projet GitHub, à rajouter une petite étoile si jamais vous aimez. Voilà, ou même si vous aimez pas, moi ça me fait plaisir de monter. Voilà, donc je ne vous fais pas la démo de comment on fait le plugin. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et surtout s'il y a un truc qui ne marche pas, s'il y a quelque chose qui manque, n'hésitez pas, c'est un projet open source, vous faites une issue, on regarde quasiment tous les jours, moi 4 fois par jour personnellement, et comme ça on pourra vous aider à faire ce que vous voulez avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que c'est utilisé par Microsoft? C'est-à-dire? Est-ce que les développeurs web de Microsoft, est-ce qu'il y a un usage qui se développe au sein de Microsoft du fait que vous êtes développeur chez Microsoft? Oui, alors Microsoft c'est très grand. C'est une boîte américaine, donc c'est très américain. Donc quand on fait un truc en France, il y a une partie, on doit évangéliser ce qu'on a fait déjà dans tout Microsoft. Et donc il y a dans les relations développeurs,
Il y a des gens qui vont aller accompagner des clients pour les aider à faire fonctionner les navigateurs, leur site web sur tous les navigateurs. Eux commencent à utiliser ça pour leur donner des conseils. Donc ça commence à être utilisé. Ça a été présenté dans une des keynotes d'une conférence de Microsoft. C'était un des moments les plus ouf de ma vie, personnellement. J'étais devant ma télé avec ma bière, tranquille et tout. Voilà, et donc ça commence à être utilisé, mais c'est comme partout. C'est compliqué toujours il faut venir en parler dans des conférences, il faut le partager, voilà, ça commence, mais c'est pas 100% partout. Oui. Bravo pour ce bel outil. Merci. Je connaissais quelque chose un peu similaire qui s'appelait JS Console. Oui. Sur la réflexion vraiment des plugins, et qui avait une limitation vis-à-vis de la compatibilité avec les WebSockets des navigateurs. Alors je pose cette question précisément parce que vous avez parlé de TV connectée. Ce qu'on sait aujourd'hui du parc web des TV connectés, c'est qu'il y a pas mal d'implémentations propriétaires. Et notamment des décalages en fait, dans les supports d'API, notamment sur WebSocket. En fait, alors je n'ai pas suffisamment creusé cette partie-là. Socket.io, il a tout un tas de fallbacks. Donc si jamais il n'y a pas les WebSockets, il passe sur du polling, où il va aller, donc c'est plus lent, mais il va faire du polling. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a vraiment pour arriver au moment où ça ne marche pas du tout, il faut vraiment revenir vraiment en arrière. Et à mon avis, sur les télés, si jamais ça ne marche pas, ça passera sur du polling. Ouais. Oui. On a vu des modifs sur un client en particulier. Est-ce oui. qu'on peut faire la même modif simultanément sur plusieurs clients? Alors, merci pour cette question, parce qu'on me la pose 50 fois. Moi, ça me permet ensuite de dire à l'équipe, il faut le faire quand même. Donc, c'est un peu... je ne sais pas si peut témoigner. Donc, en fait, pour la raison pour laquelle on ne l'a pas fait encore pour l'instant, c'est que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, le DOM, il est potentiellement différent en fonction des navigateurs. Parce que, par exemple, rien que sur la partie CSS, le CSS qui est chargé, c'est pas le même qui est chargé partout, puisqu'en fonction des fallbacks qui sont faits par rapport au navigateur, il peut y avoir des choses différentes qui s'affichent. Et puis il y a quand même pas mal de codes sur les sites web qui disent si jamais c'est un navigateur récent, tu affiches ça, si jamais c'est IE, tu affiches ça, etc. Et donc du coup, il y a vraiment des comportements qui peuvent être différents. Donc si on le fait, le problème c'est qu'on risque que ça ne marche pas dans plein de cas. Donc ce qu'on a pensé pour l'instant, c'est d'utiliser BrowserSync. On est en train de discuter avec eux, parce que BrowserSync fait ça justement. Il fait le scrolling en même temps, il fait les modifs, il les réplique sur tous les navigateurs. Donc notre politique, entre nous quatre en tout cas, c'est de se dire, s'il y a quelqu'un qui le fait déjà très bien, que c'est open source et qu'on peut l'intégrer facilement, on va plutôt s'appuyer sur ça, comme pour Socket.io par exemple. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur BrowserSync. Donc il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Ça a l'air un peu compliqué à intégrer, mais si jamais on y arrive, ça serait... Voilà, en tout cas, on l'a en tête. Une deuxième question. Non, avec plaisir, avec plaisir. Sur la partie exécution des tests, là vous nous avez présenté des tests unitaires avec UI. Oui. Des expériences avec Monka, Jasmine Pour l'instant, pas du tout. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire. C'est parce que là, c'est quelqu'un de la communauté qui a proposé ça, qui lui travaillait avec ça. Donc il nous a expliqué qu'il utilisait Vorlon pour son dev en interne et qu'eux, ils font leurs tests avec Unit. Donc il l'avait implémenté, il l'a partagé. Donc c'est complètement ouvert. Nous, on passe beaucoup de temps sur le cœur. On n'a pas trop le temps de faire plein de plugins, mais si jamais ça vous dit de le faire, c'est avec plaisir. Ou même de le proposer on fonctionne vraiment par issue. Si vous le proposez, on va le mettre, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en tout cas. Dernière question. Il reste... Non ? Super. Bah, nickel, merci beaucoup. Ah oui, une dernière question. Est-ce qu'il y a une solution de Microsoft comme Casper pour vraiment le testing de la fonctionnalité de la site web? Non, je ne pense pas qu'il y ait d'outils directement de Microsoft. Sur la partie web, Microsoft, même dans Visual Studio, l'outil de développement, on intègre beaucoup d'outils de la communauté. Donc on utilise ces outils-là. Donc il n'y a pas d'outil Microsoft qui permet de faire des tests unitaires, enfin des tests de cette manière-là. Donc, sauf s'il y a une question. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.